lorsque les lumières s'éteignent sur le luxe, seule la connaissance la plus profonde peut éclairer le chemin. Une consultante en accessibilité, la seule personne qui comprend vraiment l'anatomie d'un gratte-ciel, doit guider les valides hors d'un piège vertical. C'est une histoire sur la façon dont l'expertise conçue pour l'inclusion devient l'outil ultime de survie pour tous. Si vous voulez voir comment l'architecture cachée sauve des vies, assurez-vous de donner like et de s'inscrire. La tour Zénith n'était pas un bâtiment, c'était un défi lancé à la gravité et au bon sens. 50 étages de verre pur, un prisme arrogant planté dans le tissu urbain rénové d'Issy-les-Moulineaux, surplombant la scène d'une hauteur qui rendait les péniches semblables à des jouets. Elle était le summum de l'ingénierie moderne, une résidence intelligente où tout, de la température de la piscine à débordement au 40e étage à la teinte des fenêtres électrochromiques, était géré par une IA centrale. C'était un écosystème vertical parfait, une utopie pour les ultra-riches. Pour Chloé Lambert, assise dans son fauteuil roulant en titane au cœur du Sky Lounge du 45e étage, ce n'était qu'un piège magnifiquement conçu, attendant patiemment son heure. Elle était venue pour une confrontation, une dernière réunion de suivi de conformité qui n'était qu'une formalité destinée à l'enterrer sous le jargon juridique. Devant elle, Alain Devreau, l'architecte principal du projet, un homme dont les costumes coûtaient plus cher que sa voiture, souriait avec une condescendance qui lui donnait la nausée. À ses côtés, le président du syndic de copropriété, un financier au visage lisse, vérifiait distraitement sa montre en or. Sur la table basse en marbre reposait son rapport. 300 pages d'analyse méticuleuse, détaillant non seulement les violations mineures du code OC, optimisation sournoise conçue pour décourager les résidents handicapés, mais surtout le défaut fondamental et catastrophique de la conception d'évacuation du bâtiment. Madame Lambert, commença Devreau, son ton aussi poli qu'un scalpel, nous avons examiné vos préoccupations. Encore une fois. La tour Zénith dépasse toutes les normes légales. Nous avons 8 ascenseurs d'évacuation pressurisés et ignifugés. Vos théories sur une évacuation passive alternative sont pittoresques. Chloé resta impassible. Son fauteuil, un modèle actif léger, contrastait fortement avec les fauteuils profonds et moelleux dans lesquels ses adversaires étaient avachis. Mes théories, monsieur Devreau, sont basées sur la physique. Vos 8 ascenseurs dépendent entièrement du système électrique central. Votre générateur de secours principal, le Cumin série QSK que vous aimez tant citer, est situé au sous-sol PE5. Il est puissant, oui. Mais son commutateur de transfert automatisé, le point de bascule entre le réseau et le générateur, est situé dans la même salle. C'est un point de défaillance unique. Si cette salle est compromise par une inondation, un incendie, une explosion, vous n'avez pas de plan B. Les gens au-dessus du 20e étage sont pris au piège. Ce que je propose, c'est de certifier les rampes de fret de service comme une voie d'évacuation secondaire. Devreau rit presque. Une inondation? Au PE5? Le bâtiment dispose de pompes de puisard capables de vider une piscine olympique en 10 minutes. Votre scénario est apocalyptique et, franchement, irréaliste. Ce fut à cet instant précis que la réalité décida de valider l'apocalypse. Ce ne fut pas une coupure nette. Ce fut une mort par étapes. D'abord, un gémissement sourd et profond venu des fondations du bâtiment, un son si bas qu'il fut plus ressenti dans la poitrine qu'entendu, comme une note d'orgue titanesque jouée faux. Simultanément, les lustres en cristal tchèque vacillèrent, passant d'un blanc chaud à un orange maladif. Puis, l'impensable se produisit. L'IA du bâtiment, dans un dernier souffle confus, alluma tous les systèmes simultanément, les haut-parleurs diffusèrent un éclat de musique classique, les gicleurs d'incendie du bar s'ouvrirent brièvement, et les stores automatisés montèrent et descendirent dans une panique mécanique. Et puis, le silence. Un silence total, absolu. La climatisation, ce bourdonnement omniprésent de la vie moderne, disparut. Les lumières s'éteignirent. Le son des fontaines murales cessa. Le silence était si épais qu'il en devenait assourdissant, remplacé uniquement par les premiers murmures de confusion. Dans le Sky Lounge, les seules lumières étaient les faibles lueurs vertes des panneaux de sortie de secours au-dessus des portes. Chloé regarda par la baie vitrée. Le spectacle était terrifiant. Paris, la ville lumière, s'éteignait. Ce n'était pas un quartier. C'était la plaque tectonique du réseau électrique. De la Défense à Montparnasse, les lumières disparurent par plaques entières, comme si un géant jetait un linceul sur la ville. Au loin, la tour Eiffel elle-même, brillant de mille feux, clignota et mourut. Ce n'était pas une panne. C'était un effondrement. Autour d'elle, la panique commença,
non pas comme un cri, mais comme un mouvement collectif nerveux. Les téléphones sortirent. Visage pâle. Pas de réseau. Pas de 4G, pas de 5G. Les tours cellulaires étaient mortes. Les générateurs, balbutia le président du syndic, se levant brusquement. Ils doivent démarrer. Mais Chloé savait. Ce gémissement sourd qu'ils avaient entendu. Ce n'était pas le réseau qui tombait. C'était le réseau qui tombait et qui provoquait une surtension retour vers le transformateur principal du bâtiment. Ce qu'ils avaient entendu, c'était l'explosion du commutateur de transfert automatisé au PE5. La salle que Devreau avait jugée infaillible était probablement en feu ou inondée, ou les deux. Les ascenseurs express, une banque de cabines dorées, étaient des cercueils noirs. Les portes du salon, contrôlées par des serrures magnétiques pour la sécurité, étaient maintenant scellées. Les résidents commençaient à frapper les boutons d'ascenseur, leurs gestes devenant de plus en plus frénétiques. Devreau lui-même était livide, essayant d'appeler la sécurité sur un interphone mural mort. Ils étaient au 45e étage. Prisonniers du ciel. Dans le chaos croissant, Chloé Lambert sortit calmement sa lampe frontale de son sac, la fixa sur sa tête et alluma son ordinateur portable renforcé, qui fonctionnait sur sa propre batterie interne. Elle n'avait pas besoin du réseau. Elle avait les plans. Elle avait passé 6 mois dans les entrailles de ce bâtiment. Elle le connaissait mieux que l'architecte qui l'avait conçu. La panique dans le Sky Lounge atteignit son paroxysme lorsque la première batterie de secours, celle alimentant les faibles lumières de sécurité vertes, commença à céder, plongeant la vaste salle dans une obscurité presque totale, seulement percée par la lueur fantomatique de la ville morte au dehors. Les cris devinrent plus aigus. Quelqu'un essaya de briser une baie vitrée avec une chaise de bar, mais le verre feuilleté à triple vitrage, conçu pour résister à des vents de force ouragan, ne fit que produire une toile d'araignée sourde sans céder. C'était une démonstration terrifiante de leur propre enfermement. Les gens étaient piégés dans la structure même conçue pour les protéger. Alain Devreau, son autorité évaporée avec l'électricité, tentait de diriger les gens vers la cage d'escalier de secours. « Par ici. Calmez-vous. Nous devons descendre par les escaliers. » Plusieurs résidents fortunés, habitués aux salles de sport privées, s'y précipitèrent. Ils revinrent moins de 5 minutes plus tard, en sueur, l'un d'eux soutenant un homme plus âgé qui souffrait visiblement d'une crise d'asthme. « C'est noir complet » haleta une femme en robe de soirée. « Il n'y a pas de lumière. Et l'odeur, il y a de la fumée quelque part en dessous. » L'escalier de secours pressurisé, conçu pour aspirer la fumée, agissait maintenant comme une cheminée passive, attirant l'odeur de plastique brûlé du PE5. Chloé les ignora. Son attention était focalisée sur l'écran lumineux de son ordinateur portable. Elle avait ouvert le fichier maître AutoCAD de la tour Zénith, un document si lourd que la plupart des ordinateurs portables de consommation auraient gelé. Mais le sien était une station de travail mobile. Elle n'avait pas seulement les plans architecturaux, elle avait les superpositions. Des couches de données qu'elle avait elle-même créées. Le bleu pour la plomberie. Le rouge pour l'électricité. Le vert pour le CVC. Et le plus important, une couche magenta qu'elle avait appelée audit d'accessibilité logistique. Cette couche cartographiait l'infrastructure cachée du bâtiment, le réseau d'artères et de capillaires conçu non pas pour les résidents, mais pour les services. C'était la ville invisible qui permettait à la ville visible de fonctionner. Chloé savait que dans un bâtiment de cette taille, les déchets, le linge, la nourriture pour les restaurants, les pièces de rechange pour les machines, tout cela ne voyageait pas par les ascenseurs en laiton. Cela voyageait par une colonne vertébrale parallèle. Lors de son audit, elle avait découvert que cette colonne vertébrale logistique n'était pas seulement composée d'ascenseurs de fret, qui étaient, bien sûr, tout aussi morts que les autres. Pour déplacer des équipements lourds et encombrants entre les étages techniques, comme les pompes et les filtres de piscine, les ingénieurs avaient dû concevoir un système de rampes. Des rampes de service en béton brut, avec une pente calculée pour les chariots motorisés et les diables. Ces rampes étaient le seul chemin non mécanique et non escalier du bâtiment. Devreau les avait délibérément cachés sur tous les plans publics et avait refusé de les désigner comme voies d'évacuation, car cela aurait ruiné l'intégrité esthétique des étages résidentiels. Chloé les avait toutes parcourues. Elle fit pivoter son fauteuil et se dirigea vers le fond du bar, loin de la foule paniquée. « Où allez-vous » cria Devreau, sa voix aiguë. « La sortie est de l'autre côté. » Chloé dirigea le faisceau puissant de sa lampe frontale vers un immense mur couvert de panneaux en bois de rose brésilien. Pour les résidents, c'était un mur décoratif.
Pour Chloé, qui avait comparé les plans structurels aux plans de finition, c'était un mensonge. Le mur structurel en béton était à 1 mètre derrière. Cet espace cachait la porte 45 Serva. Elle trouva le joint, une ligne presque invisible entre 2 panneaux. La serrure est magnétique, dit-elle à voix haute. Elle est réglée sur Fail Secure, ce qui signifie qu'elle reste verrouillée sans courant. C'est la procédure standard pour empêcher les vols. Elle sourit ironiquement. Ils ont sécurisé la sortie. Elle se tourna vers le gestionnaire de fonds spéculatifs, un homme nommé Marc, qui semblait avoir retrouvé une partie de son assurance prédatrice. J'ai besoin de force. Ce panneau est juste une couverture. Le cadre de la porte est derrière. Marc attrapa un tabouret de bar lourd en acier chromé. Écartez-vous, grogna-t-il. Il le balança comme une hache. Le bois de rose vola en éclats, révélant la porte en acier gris mat en dessous. Il frappa à nouveau près de la serrure. Le métal gémit. Ensemble, cria-t-il à Devreau, qui semblait choqué par la destruction. Les 2 hommes frappèrent la porte. Le mécanisme de la gâche magnétique, privé de son aimant mais toujours physiquement engagé, céda avec un craquement métallique. Derrière la porte, ce n'était pas le luxe. C'était la vérité. Un couloir étroit en parpaing en gris, le sol en béton brut couvert de poussière. L'air était plus froid de 10 degrés et sentait l'ozone et l'huile de machine. Une seule ampoule de secours rougeoyait faiblement au loin. Chloé fit rouler son fauteuil sur le seuil. C'était comme traverser un miroir. C'est le couloir de service, dit-elle. Il mène à l'axe logistique central. Les escaliers de secours vont vous tuer ou vous remplir de fumée. Cette route nous mènera en bas. Le petit groupe au Devreau, Marc, 2 jeunes employés du bar et une résidente âgée qui s'était tue et s'était accrochée à Chloé la regarda comme si elle était folle. Puis, un gémissement structurel profond retentit dans le bâtiment, un son de métal et de béton se plaignant sous un stress inconnu. La peur de l'inconnu derrière la porte de service fut soudainement moins forte que la peur de rester dans la boîte de verre en train de mourir. Ils la suivirent dans l'obscurité. Le couloir de service du 45e étage était une transition brutale. Le silence était absolu, contrastant avec les cris étouffés qu'ils laissaient derrière eux dans le Sky Lounge. Ici, le sol n'était pas conçu pour les talons aiguilles, mais pour les bottes de travail. Le faisceau de la lampe frontale de Chloé découpait l'obscurité, illuminant des kilomètres de conduits de câbles, de tuyaux d'eau glacée dégoulinant de condensation, et des panneaux d'avertissement en français et en russe, vestiges de l'équipe de construction initiale. Le groupe la suivait en file indienne, leurs chaussures de ville glissant sur la poussière de béton. Devreau, l'architecte, regardait autour de lui avec un mélange de dégoût et d'étonnement, comme s'il découvrait pour la première fois les organes internes de sa propre création. Après 50 mètres, le couloir déboucha sur un espace plus large, le noyau de service central. D'un côté, une cage d'escalier de service en acier, plus étroite et plus raide que l'escalier de secours public. De l'autre côté, une large ouverture noire. Chloé y dirigea sa lumière. C'était le début de la rampe logistique. Une pente de béton de 2 mètres de large, avec une surface texturée antidérapante, qui descendait en spirale dans l'obscurité. « C'est notre chemin », annonça-t-elle. La descente commença. Pour Chloé, c'était une manœuvre calculée. La pente était de 8%, juste à la limite de ce qu'elle pouvait gérer sans assistance. Elle contrôlait sa vitesse en gardant ses mains gantées sur les jantes de poussée, freinant par friction contrôlée. Pour les autres, c'était une épreuve. Leurs genoux et leurs chevilles, habitués aux surfaces planes et aux ascenseurs, protestaient. Après seulement 3 étages, Marc, le gestionnaire de fonds, haletait déjà. C'est sans fin. Nous n'y arriverons jamais. Nous sommes au 42e étage, répondit Chloé, sa voix résonnant étrangement dans le puits de béton. Concentrez-vous sur votre respiration. Nous descendons de 150 mètres. Faites-le étage par étage. Le plus gros problème n'est pas la distance, c'est l'air. Ce puits est conçu pour la ventilation forcée. Sans elle, le CO2 que nous expirons va s'accumuler. Nous devons continuer à descendre. Elle savait, grâce à ses plans, que cet axe n'était pas monolithique. Il était segmenté. Tous les 5 étages, il débouchait sur un étage technique complet des niveaux entiers non résidentiels, pris en sandwich entre les appartements de luxe, abritant les systèmes CVC, les répartiteurs électriques et les pompes de surpression d'eau. Au niveau 40, la rampe s'ouvrit sur une caverne de machines silencieuses.
D'énormes unités de traitement de l'air, de la taille de petits camions, se tenaient comme des sentinelles mortes. La température ici était déjà suffocante, la chaleur résiduelle des machines s'échappant dans l'air stagnant. C'est là qu'ils le trouvèrent. Un cônement faible, métallique. À l'aide. La voix était étouffée. Chloé dirigea sa lumière vers une petite salle de contrôle vitrée. À l'intérieur, un homme en combinaison de maintenance bleue frappait contre la porte. La porte. Le lecteur de badge est mort. Il a verrouillé la serrure. C'était une porte de sécurité, conçue pour protéger les systèmes critiques contre les intrusions, mais elle était réglée sur Fail Secure, tout comme celle du salon. Elle avait piégé le technicien à l'intérieur. Mark et Devreau utilisèrent un pied de biche trouvé sur un chariot de maintenance abandonné pour faire levier sur le cadre. Après plusieurs tentatives épuisantes, la gâche céda. L'homme qui en sortit s'appelait Karim. Il était le technicien de service en chef de la tour, et il était terrifié, mais compétent. « C'est l'enfer, dit-il en buvant l'eau que Chloé lui tendait. « Ce n'est pas le réseau. C'est nous. Il y a eu une explosion au PE5. J'étais en train de diagnostiquer une fluctuation de tension quand c'est arrivé. Le transformateur principal a sauté. Il a pris feu. Le système anti-incendie à long s'est déclenché, mais il a aussi fait sauter le commutateur de transfert principal avant même que les générateurs ne puissent prendre le relais. Tout le système de commutation automatisé est grillé. Littéralement fondu. Les mots frappèrent Devreau comme une gifle. Le scénario impossible de Chloé était non seulement arrivé, mais il était arrivé exactement comme elle l'avait prédit. Le point de défaillance unique avait tout emporté. Personne ne sait que nous sommes là-haut, continua Karim. Les communications sont mortes. Et pire, les pompes à eau. Les réservoirs tampons aux étages supérieurs, ils sont vides maintenant. Il n'y a plus d'eau courante dans toute la tour. Cela signifiait pas d'eau pour boire, pas de toilette. La civilisation s'arrêtait. Les escaliers de secours, dit Karim en secouant la tête, sont remplis de gens. Ils paniquent. J'ai entendu des cris. Des gens tombent. Et il y a de la fumée qui monte du puits sud. Chloé regardait sa tablette. Elle n'était plus seulement en train de s'échapper. Elle était maintenant la seule personne détenant la carte de sortie pour des centaines de personnes. Karim la regarda, puis son écran. Vous avez les plans de service complets ? Je les ai audités, dit-elle. Il hocha lentement la tête, réalisant soudain que cette femme en fauteuil roulant était leur seule chance. Là alors vous savez. Cette rampe ne va pas jusqu'en bas. Elle s'arrête au 20e. C'est la séparation commerciale. La nouvelle que la rampe ne continuait pas frappa le petit groupe, mais l'urgence de descendre les repoussa. Avec Karim, qui connaissait les bizarreries des étages techniques, il se déplaçait plus rapidement. Il les guida à travers des salles de machines chaudes pour couper des virages inutiles de la rampe, utilisant des passerelles de maintenance en acier grillagé que Chloé vérifiait sur ses plans pour s'assurer qu'elle supporterait son poids. L'atmosphère dans le puits de service se dégradait. L'air était lourd, métallique, et la chaleur des étages techniques s'infiltrait, transformant la colonne de béton en un fourlant. Ils descendirent encore 10 étages dans un silence tendu, le seul bruit étant le roulement des roues de Chloé et la respiration laborieuse du groupe. Au niveau 30, ils devaient traverser le Sky Lobby résidentiel inférieur, un autre espace commun luxueux. Karim déverrouilla la porte de service de l'intérieur avec une clé manuelle. La scène qui les accueillit était bien pire que celle du 45e étage. Ce n'était plus de la panique, c'était du désespoir. Une trentaine de résidents s'étaient rassemblés là, attirés par les vastes fenêtres et l'espace ouvert. Beaucoup étaient descendus des étages supérieurs par les escaliers de secours jusqu'à ce que l'épuisement ou la peur de la fumée ne les arrête. Ils étaient sales, en sueur, leurs vêtements de luxe souillés de suie. Au centre de l'attention se trouvait une femme âgée, élégante même dans la détresse, Madame Dubois. Elle était assise sur une chaise Louis XV traînée depuis un salon, son souffle un sifflement rauque et rapide. Elle était sous oxygène, mais pas un concentrateur électrique, c'était une petite bouteille portable. Le réservoir est presque vide, dit son aide-soignante, en larmes. Elle ne peut pas descendre 30 étages d'escalier. Elle ne survivra pas à 5. À côté d'eux, une jeune famille, Julien et Léa, tentaient désespérément de calmer leur bébé de 6 mois qui hurlait. Il a faim, dit Léa, les yeux rougis. Nous avons besoin d'eau chaude pour le lait en poudre. Il n'y a pas d'eau. Rien ne sort des robinets.
Devreau tenta de prendre le contrôle. Et tout le monde? Nous avons trouvé un chemin, suivez-nous. Mais les résidents le regardèrent avec méfiance. Il était l'architecte du piège. L'autorité s'était déplacée. Tous les regards se tournèrent vers Chloé, la seule personne qui semblait préparée, la seule avec de la lumière et un plan. Sa voix calma prit le dessus sur les murmures de panique. Écoutez-moi. Mon nom est Chloé Lambert. Je connais ce bâtiment. Les escaliers sont un piège. Il n'y aura pas de secours avant des jours. L'air ici devient irrespirable et il n'y a plus d'eau. Elle regarda Madame Dubois, puis la poussette du bébé. Son cerveau tournait à plein régime. La rampe de service de 8% qu'ils avaient prise était trop raide. Impossible de retenir le poids d'une personne âgée dans une chaise de bureau, et trop dangereux de tenter avec un bébé. La logistique venait de changer. Ils ne s'échappaient plus, ils évacuaient des personnes à mobilité réduite. Et soudain, tout son travail, toutes ses frustrations, prirent tout leur sens. Elle ne sauvait pas seulement sa vie, elle mettait en pratique la théorie même que Devreau avait rejetée, l'évacuation passive inclusive. Elle consulta à nouveau sa tablette, ses doigts volant sur l'écran tactile, passant à travers les couches de finition pour exposer la structure. Le 30e étage. C'était l'étage des commodités. Il abritait la piscine à débordement, le spa de luxe et la salle de sport ultramoderne. Ces installations nécessitaient une maintenance colossale. Elle zooma sur la zone du spa. Elle se souvenait de cette section. Elle s'était battue bec et ongle avec Devreau à ce sujet. Pour déplacer les énormes filtres à sable de la piscine et les pompes à chaleur de plusieurs tonnes, les ingénieurs avaient installé un monte-charge industriel distinct. Mais elle avait fait valoir que si ce monte-charge tombait en panne pendant une maintenance, les techniciens ne pourraient pas sortir l'équipement. Elle avait exigé une rampe d'accès parallèle, citant une obscure réglementation de sécurité au travail, Code du travail R4214-5, plutôt qu'une loi sur l'accessibilité. Devreau avait cédé, à contre-cœur, en construisant une rampe à faible pente, mais il l'avait cachée derrière la chaufferie de la piscine, la rendant inaccessible au public. C'était leur autoroute. Et Karim, dit-elle, sa voix pleine d'une nouvelle assurance. La chaufferie du spa. La zone 30C. Le monte-charge des filtres. La rampe de maintenance. Karim écarquilla les yeux. Le chemin des produits chimiques? Oui. Personne ne l'utilise jamais. Il descend jusqu'à la zone commerciale. Il est large. Et la pente est faible. Moins de 5%. C'est notre chemin, dit Chloé. Trouvez des chaises de bureau. Les plus solides que vous puissiez trouver. Madame Dubois va rouler. Julien, Léa, gardez le bébé dans la poussette. Cette rampe est lisse. Le groupe, qui comptait maintenant près de 40 personnes, se mit en mouvement, non plus comme une foule, mais comme une expédition, avec Chloé en tête. L'accès au chemin des produits chimiques était aussi bien caché que Chloé s'en souvenait. Il fallait traverser les vestiaires luxueux du spa, maintenant sombres et étrangement silencieux, l'odeur de l'eucalyptus et du chlore s'accrochant lourdement à l'air immobile. Karim utilisa sa clé passe-partout manuelle pour ouvrir une porte marquée et privée, qui menait à la salle de la chaufferie de la piscine. La chaleur ici était étouffante, une chaleur humide et tropicale émanant de la piscine maintenant stagnante de l'autre côté du mur. La pièce était un enchevêtrement de tuyaux en PVC de gros calibre et de pompes silencieuses. Et dans le coin arrière, derrière une unité de filtration au repos, se trouvait une porte roulante en métal, le genre de celle que l'on trouve dans un entrepôt. Karim actionna le palan à chaîne manuelle. Avec un gémissement métallique assourdissant, la porte s'ouvrit, révélant une caverne de béton en pente douce qui descendait dans l'obscurité totale. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la voie express, lança Chloé, sa voix essayant de masquer la tension. La rampe était un chef-d'œuvre d'ingénierie fonctionnelle. Large de 3 mètres, avec un sol en béton parfaitement lissé et une pente si douce qu'elle était à peine perceptible, conçue pour que des palettes motorisées puissent la monter sans effort. Pour le groupe, c'était un miracle. Ils commencèrent la descente, une procession étrange et silencieuse. Chloé en tête, son fauteuil roulant sans effort sur la surface parfaite. Derrière elle, Madame Dubois dans une grande chaise de bureau de direction, poussée par Marc. Julien et Léa avec la poussette roulaient à côté d'eux. Le reste suivait, leurs pas faisant écho dans le tunnel. Ce couloir n'était pas un puits étroit, c'était une artère qui traversait le bâtiment en diagonale, passant directement sous les appartements de plusieurs millions d'euros.
Les résidents au-dessus d'eux, valides mais piégés dans leur cage dorée, ignorant tout de l'autoroute souterraine qui passait sous leur sol en marbre. C'était l'incarnation physique de la thèse de Chloé, l'architecture de service et l'architecture d'accessibilité étaient une seule et même chose, une infrastructure de survie que les valides avaient choisi d'ignorer par esthétisme. Ils descendirent ainsi 10 étages, du 30e au 20e, en moins d'une heure. L'air était meilleur ici, plus frais, tiré des niveaux inférieurs du bâtiment. L'espoir commençait à renaître. Et c'est alors qu'ils heurtèrent le mur. Littéralement. La rampe à pente douce se termina brusquement dans une vaste zone de réception de fret, pour se heurter à un mur de parpaing massif. La tour Zénith, comme Chloé le savait trop bien, était 2 bâtiments en un, les étages 20 et plus étaient résidentiels, les étages 19 et moins étaient des bureaux commerciaux de haute technologie, loués à des banques et des start-up. C'était une séparation fiscale, sécuritaire et structurelle. Une seule porte coupe-feu en acier rouge, épaisse de 10 cm, barrait le passage. Et elle était verrouillée. Pas une serrure magnétique. Une serrure physique à peine dormant haute sécurité, conçue pour empêcher l'espionnage industriel entre les locataires commerciaux et les résidents. Et c'est la séparation, dit Karim, secouant inutilement la poignée en acier massif. Je n'ai pas cette clé. Personne ne l'a, sauf la direction de la sécurité du secteur commercial. Et ils sont probablement au rez-de-chaussée, ou partis. Le groupe s'arrêta net. Le moral, si haut il y a quelques minutes, s'effondra. Ils étaient venus si loin pour se retrouver piégés à mi-chemin, dans un garage en béton sans fenêtre à 20 étages du sol. Les gens s'assirent, la tête entre les mains. Devrault lui-même glissa le long du mur, le visage gris. Sa conception avait créé cette impasse. Mais Chloé ne regardait pas la porte. Elle regardait son ordinateur portable. Elle zooma sur la jointure structurelle entre les 2 sections du bâtiment. Elle feuilletait les centaines de pages de documents PDF qu'elle avait archivés, non pas les plans, mais les demandes de dérogation. Les demandes spéciales que les architectes déposent pour contourner un code lorsqu'il est trop cher ou structurellement gênant de le respecter. Et elle le trouva. Addendum 44B, dérogation CVC. Elle se tourna vers Devrault. « Vous avez menti, dit-elle doucement, mais sa voix portait. « Quoi ? Lors de l'audit. Je vous ai interrogé sur la façon dont vous faisiez passer les conduits CVC principaux des bureaux à travers la structure résidentielle. Vous m'avez dit qu'ils étaient dans des puits séparés. Mais ce n'était pas possible, la structure ne le permettait pas. » Elle pointa son écran. « Vous avez demandé une dérogation pour créer un puits technique partagé, mais caché, qui traverse la séparation incendie. Un puits de façade, pour les conduites de refroidissement liquide des serveurs. » Devrault la regarda, abasourdi qu'elle ait trouvé ce détail. « Il doit y avoir un accès, insista Chloé. Un accès de maintenance. Il doit être ici. » Elle fit rouler son fauteuil le long du mur en parpaing, tapotant. Karim la suivit. « Attendez, dit-il. Et cette grille de ventilation. » Il désigna une grande grille métallique boulonnée au mur, assez grande pour qu'un homme puisse y passer. Ce n'est pas une ventilation standard. C'est une prise d'air pour le puits de service. Ensemble, ils utilisèrent le pied de biche pour arracher les boulons. La grille tomba avec un fracas. Derrière elle, il n'y avait pas un conduit en tôle, mais un passage sombre. Un tunnel non répertorié, juste assez large pour son fauteuil. C'était la modification de chantier que Devrault avait cachée aux inspecteurs, et c'était leur seule sortie. Le passage derrière la grille de ventilation était une descente dans l'enfer industriel. Ce n'était pas conçu pour les humains. C'était le système nerveux central du bâtiment, un puits vertical rempli de kilomètres de câbles de fibre optique gros comme le bras, de conduits d'eau glacée massifs destinés à refroidir les fermes de serveurs des banques des étages inférieurs, et d'épaisses barres omnibus en cuivre, toutes froides et mortes. L'air était sec et chargé d'une poussière fine et métallique qui irritait la gorge. Le puits principal était une série d'échelles verticales, inutiles pour le groupe. Mais Chloé savait qu'il devait y avoir autre chose. Les transformateurs et les unités de batterie, UPS, des étages de bureaux pesaient plusieurs tonnes. Ils devaient pouvoir être remplacés sans l'ascenseur principal. Sur ces plans, elle avait repéré ce qui était simplement étiqueté « palan de maintenance ». Ils suivirent une passerelle en acier grillagé étroite et humide qui contournait le puits d'échelle principal. Et puis ils le virent. C'était une cage d'ascenseur ouverte, mais il n'y avait pas de cabine luxueuse. Il y avait une simple plateforme en acier de 3 mètres sur 3,
suspendus à des chaînes épaisses comme le bras. Au-dessus, non pas un moteur électrique, mais un gigantesque système de palans manuels à réduction d'engrenages, le genre utilisé pour soulever des moteurs de navire. C'était un ascenseur entièrement mécanique, conçu pour fonctionner dans une panne totale. Mais plus important encore pour le groupe, courant le long du puits, à côté de la plateforme, se trouvait la voie de sécurité pour les techniciens guidant la charge. Ce n'était pas un escalier. C'était une rampe. Une longue série de rampes en zigzag, en acier grillagé, avec une pente raide mais gérable, descendant sur 20 étages. « C'est notre escalier », annonça Chloé. C'était étroit. C'était terrifiant. Le vide de 20 étages bâillait en dessous du grillage métallique. Mais c'était praticable. Le fauteuil de Chloé passa avec seulement quelques centimètres de chaque côté, ses roues avant s'accrochant au métal texturé. Lentement, la procession commença la descente la plus dangereuse de leur vie. Chloé en tête, ses mains agrippant les mains courantes, contrôlant chaque centimètre de la descente. Derrière elle, Julien et Marc portaient Madame Dubois dans la chaise de bureau, la soulevant au-dessus des transitions maladroites entre les paliers. Léa tenait son bébé contre sa poitrine, le visage pâle. À chaque étage de bureau qu'ils passaient, les portes coupe-feu restaient scellées. Mais au 12e étage, ils sentirent une chaleur intense et l'odeur âcre de batterie au lithium en feu. « Ne vous arrêtez pas », ordonna Karim. « C'est une salle de serveur. » L'onduleur a dû prendre feu. Le hallon ne s'est pas déclenché. Continuez. Ils passèrent rapidement, leurs poumons brûlant à cause de la fumée chimique. Au 10e étage, ils entendirent des coups frénétiques venant d'une des portes. Karim et Marc utilisèrent le pied de biche pour forcer la barre anti-panique bloquée de l'intérieur. 3 employés de bureau en costume, couverts de suie, tombèrent dans le couloir. Ils avaient été piégés entre la fumée en dessous et les portes verrouillées au-dessus. Ils rejoignirent le groupe, leurs yeux fixés sur Chloé avec un mélange de crainte et de révérence. Le groupe, maintenant fort de près de 50 personnes, était épuisé, déshydraté et affamé. Chloé savait qu'ils avaient besoin d'une pause et de ressources avant la dernière étape, les sous-sols. Elle consulta à nouveau ses plans. Le 10e étage était des bureaux, mais il était structurellement relié au niveau mezzanine, qui abritait les installations du personnel du bâtiment, les vestiaires, les bureaux de la sécurité et, surtout, le mess. Ils quittèrent le puits de la rampe grillagée et naviguèrent dans un dédale de couloirs de service en béton que même Karim connaissait à peine. C'étaient les zones de Chloé, celles qu'elle avait insisté pour auditer parce qu'elles étaient toujours négligées. Elle trouva la porte. Le personnel uniquement. Karim l'ouvrit. C'était une capsule temporelle d'avant la catastrophe. Des tasses de café à moitié bues. Des vestiaires ouverts. Et contre le mur du fond, le salut. 3 énormes distributeurs automatiques remplis de sandwichs triangles, de barres chocolatées et de soda. Et, à côté, 2 grandes fontaines à eau avec des bonbonnes de 20 litres pleines. Les machines étaient mortes, mais Marc n'hésita pas. Il brisa la vitre du premier distributeur et commença à distribuer la nourriture. Pour la première fois depuis près de 10 heures, ils burent de l'eau propre et mangèrent. C'était un sursis vital. Ils étaient en sécurité, mais ils n'étaient pas encore sortis. Ils étaient encore à 30 mètres au-dessus du sol, et le pire danger les attendait en dessous. Après une heure de repos tendu dans le mess du personnel, où l'eau et le sucre redonnèrent un semblant d'humanité au groupe, Chloé planifia l'assaut final. Ils devaient atteindre le rez-de-chaussée, mais Karim avait confirmé ses craintes, le hall principal était une forteresse de verre impénétrable. Les portes tourniquées de 3 mètres de haut et les portiques de sécurité étaient conçus pour résister à une attaque terroriste, sans électricité, ils étaient verrouillés en position fermée. Il n'y a pas de dérogation manuelle depuis l'intérieur sans le pupitre de commande, qui est mort, expliqua Karim. La seule sortie physique non alimentée de tout le bâtiment est le volet roulant du quai de livraison, au niveau du garage P1. C'était leur seule destination. Ils devaient descendre dans les entrailles les plus profondes du bâtiment. Ils reprirent leur chemin, quittant le mess pour retrouver les artères de service. Ils suivirent maintenant les panneaux peints au pochoir indiquant livraison. Ils quittèrent les couloirs relativement propres et entrèrent dans la zone de fret pur, un espace caverneux où l'air sentait le carton humide et le gazole froid. Ils trouvèrent le début d'une immense rampe de garage en béton, celle utilisée par les camions de livraison, qui descendait en spirale vers les 5 niveaux de sous-sol. Ils commencèrent la descente du niveau mezzanine vers le rez-de-chaussée, puis vers le P1. Mais alors qu'ils atteignaient le palier du rez-de-chaussée, une nouvelle odeur les frappa. Une odeur épaisse, organique et chimique.
Une odeur de stagnation et de pourriture. La rampe devant eux disparaissait dans une obscurité qui n'était pas l'absence de lumière, mais la présence de quelque chose de liquide. Le faisceau de la lampe frontale de Chloé capta un reflet huileux. L'eau. Le niveau P1, et probablement tous les niveaux inférieurs, étaient inondés. Les pompes de puisard, murmura Karim, son visage blême. Elles sont mortes. L'explosion a dû les arrêter. La tour Zénith, construite si près de la Seine, reposait sur un sol saturé d'eau. Elle était maintenue au sec en permanence par une armée de pompes électriques qui rejetaient l'infiltration constante. Sans elles, la nappe phréatique reprenait ses droits. Et pire encore, les pompes de relevage des eaux usées du bâtiment étaient également mortes. L'inondation n'était pas seulement de l'eau souterraine. C'était un mélange toxique de refoulement d'égouts. Leur seule sortie était de l'autre côté de ce lac souterrain putride. Le groupe s'arrêta, vaincu. Revenir en arrière était impossible. Rester là signifiait mourir lentement. C'était l'impasse finale. Chloé sentit le désespoir la gagner, mais elle le repoussa par la pure discipline intellectuelle. Elle regarda son écran. Pas les plans architecturaux. Pas les plans de service. Elle ouvrit la couche la plus profonde de ses fichiers, les plans de fondation. Les plans d'ingénierie structurelle. La grille de béton et d'acier sur laquelle tout reposait. Elle étudia la disposition du P1, la rampe du garage, maintenant inondée. Le quai de livraison, leur but, de l'autre côté. Et entre les deux, les structures massives des citernes d'eau potable du bâtiment, maintenant vides, leur contenu pompé en vain avant la panne, et les bassins de rétention des eaux grises. C'étaient des bunkers de béton armés, formant les murs même du sous-sol. Et elle vit une ligne fine sur le plan, une ligne que la plupart auraient ignorée. Elle était étiquetée conduit d'accès citerne HVAC, SEC. Elle se souvint. Lors de son audit le plus profond, elle avait insisté pour voir cela. Les ingénieurs avaient ri. C'était un passage utilitaire sec, juste assez grand pour qu'un technicien puisse inspecter les joints extérieurs des citernes d'eau potable. Il avait été construit au-dessus du niveau principal du P1, mais sous la dalle du rez-de-chaussée, reliant la salle des machines sèches où il se trouvait au dépôt de fret sec, en passant directement au-dessus des tuyaux d'évacuation principaux. C'était leur pont sur la rivière Styx. Et ici, dit-elle en pointant sa lumière non pas vers l'eau, mais vers le mur, vers une petite plaque d'acier boulonné que tout le monde avait prise pour un panneau électrique. Karim et Marc utilisèrent le pied de biche. Les boulons rouillés cédèrent. Derrière la plaque se trouvait un tunnel en béton noir, juste assez haut pour qu'un homme puisse s'y tenir en se courbant profondément. Mais pour Chloé, dans son fauteuil roulant, c'était un couloir parfait. Le sol était plat, poussiéreux et sec. Elle entra la première, son fauteuil roulant silencieusement dans le conduit, son faisceau lumineux guidant le reste du groupe qui s'engouffrait derrière elle, rampant ou courbé. Ils voyagèrent ainsi sur 50 mètres, dans un silence claustrophobe, entendant le bruit de l'eau montant et gargouillant juste en dessous du sol en béton du conduit. Le conduit utilitaire, après ce qui sembla être une éternité de déplacement dans un espace confiné et sentant la poussière de béton, déboucha sur une autre plaque d'acier boulonné. Karim et Marc, travaillant dans l'espace exigu, réussirent à la dévisser de l'intérieur. Elle s'ouvrit avec un grincement métallique, révélant non pas un autre couloir, mais un espace ouvert et sombre. Ils étaient arrivés. C'était le quai de livraison principal, le dépôt de fret sec. C'était une vaste caverne de béton, située sur une élévation d'1 mètre au-dessus du reste du garage P1, la protégeant ainsi de l'inondation immédiate qui clapotait juste en dessous du bord du quai. La pièce était remplie de palettes de fournitures, des bouteilles d'eau Evian, des caisses de papier toilette, du courrier non livré pour tout le bâtiment. C'était la dernière station avant la surface. Devant eux, occupant tout le mur extérieur, se trouvait leur Liberté, un immense volet roulant industriel en acier ondulé, le genre conçu pour laisser passer des semi-remorques. Et, glorieusement, à côté, ne pendait aucun interrupteur électrique. Juste une longue, épaisse chaîne rouge, accrochée à un mécanisme de réduction d'engrenage manuel. L'épuisement du groupe s'évapora, remplacé par une dernière poussée d'adrénaline. Marc, Julien, Karim et même Devros s'agrippèrent à la chaîne. Étirez. Ensemble, cria Karim. Avec un effort collectif, leurs muscles criant sous la tension, ils tirèrent. Le mécanisme, rouillé par l'inutilisation, résista d'abord. Puis, avec un gémissement métallique assourdissant, un son de métal torturé qui résonna dans tout le sous-sol comme un cri de dinosaure, le volet commença à monter.
Lentement. Centimètre par centimètre. Un rectangle de lumière apparut à la base. Pas le soleil. C'était la lumière grise et malade d'un Paris au petit matin, sous un ciel couvert de fumée. L'air qui entra n'était pas l'air recyclé et vicié de la tour. C'était de l'air frais. Il sentait la pluie, l'asphalte mouillé et la fumée lointaine. C'était l'odeur de la liberté. Le volet s'éleva juste assez haut pour qu'il puisse passer en dessous. Un par un, le groupe de survivants trébucha hors du bâtiment, sortant de la rampe du garage pour atteindre la rue de service. Madame Dubois fut portée dans sa chaise, son aide-soignante pleurant de soulagement. Léa serrait son bébé, qui, sentant l'air frais, avait cessé de pleurer pour la première fois depuis des heures. Il se tenait sur le trottoir, un groupe hétéroclite de millionnaires en vêtements de soirée déchirés, d'employés de bureau en costume couverts de suie et de personnel technique, tous égaux dans la survie. Ils regardaient avec stupeur une ville plongée dans le chaos. Il n'y avait pas de circulation. Juste le son lointain de sirènes multiples et de cris. Mais ils étaient dehors. Ils étaient au sol. Ils avaient survécu à une descente de 50 étages sans un seul ascenseur. Chloé Lambert fut la dernière à sortir. Elle fit rouler son fauteuil en titane sur la rampe métallique, s'arrêtant au seuil, à la frontière entre l'obscurité du bâtiment mort et la pénombre de la ville brisée. Alain Devrault se tenait à côté d'elle, son costume de créateur ruiné, son visage une toile de saleté et de honte. Il regarda Chloé. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Il regarda son fauteuil roulant, puis l'ordinateur portable qu'elle tenait toujours sur ses genoux, l'écran affichant encore les plans de fondation qui les avaient tous sauvés. Il comprit enfin. Chloé n'avait pas seulement audité son bâtiment pour l'accessibilité, elle l'avait audité pour la réalité. La réalité que les systèmes échouent, que le pouvoir disparaît, et qu'à la fin, la seule chose qui compte est un chemin physique, fiable et passif vers la sécurité. Vous voyez, monsieur Devrault, dit Chloé doucement, sa voix fatiguée mais ferme, en fermant l'ordinateur. Lorsque vous rendez un bâtiment inaccessible, vous ne piégez pas seulement les personnes handicapées. Vous piégez tout le monde. Vous avez juste besoin de la bonne panne pour vous en rendre compte. Elle enclencha ses roues et roula dans la rue grise, laissant l'architecte seul face au vide béant de sa création parfaite.